je peux lever 75 millions, mais on va pas les prendre. Pourquoi? J'ai dit, parce qu'on va aller en bourse. C'était tous pliés. On est en bourse mars 2001 pour 430 millions d'euros en levant 101 millions d'euros, plus 16 millions de green shoe. Et la deuxième plus grosse introduction de toute l'histoire du nouveau marché. La plus grosse, c'était Fimatex. Ils ont levé 160, moi j'ai levé 116. Et j'ai levé ça dans la pire crise financière, mais pire, qu'on a connue, puisque c'est l'explosion de la bulle Internet et la fibre optique sur lesquelles on était derrière. L'entrepreneuriat, c'est pas une balade. Si vous aimez pas les fortes sensations, et le vertige, et les parachutes, et le parapente, il faut tout aimer en fait. Très peu de produits se sont vendus eux-mêmes. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a même pas 5 produits. La réussite, elle est basée sur les relations. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Entretien avec un VC. Aujourd'hui, on va parler de Beauty Tech et pour cela, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Karam. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Merci de me faire ce plaisir de venir à moi, de venir dans l'émission. Aujourd'hui, on va essayer de parler Beauty Tech. Et tu es le président fondateur de Yeva Group. Yeva, ça englobe notamment l'atelier du sourcil et Yoma Paris. Yoma Paris, l'atelier du sourcil, tu pourras nous présenter un petit peu. Oui. Mais grosso modo, ce sont des très belles marques que beaucoup de monde connaissent aujourd'hui. Et tu as également participé à l'émission Qui veut être mon associé sur M6 en tant que jury. Donc, merci encore d'être avec nous. Et puis, comme à l'accoutumée, ce que je te propose, c'est pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, je te propose de te présenter rapidement, si tu veux bien. Voilà, donc je suis Jean-Michel Karam, je suis entrepreneur. Je suis scientifique de formation puisque j'ai un doctorat dans la microélectronique. J'ai commencé dans le CNRS au début. Après, j'ai lancé ma première boîte qui s'appelle Memscap, que j'ai cotée en bourse 3 ans après et que je continue à diriger. Dans les années 2010, j'ai ramené Yoma sur le marché. En fait, c'est moi qui ai lancé toute la tendance de Beauty Tech réellement massivement, et en particulier avec le déploiement d'appareils de diagnostic de peau dans tous les points de vente dans lesquels les Yoma existent ou a existé. Et donc notre approche était de dire on va ramener la tech à la beauté et on va proposer à chaque personne de faire un diagnostic de peau avec une tech très avancée qui n'a fait que des appareils qui ont avancé à travers le temps, évidemment, comme en tech, tous les X temps, on sort un nouvel appareil. Et en fait, proposer aux gens de faire un diagnostic, connaître leur peau, connaître le vrai besoin, avoir un traitement personnalisé, parce que Yoma, c'est l'inverse de à moi. Donc, c'est vraiment un traitement personnalisé. Ce traitement personnalisé va jusqu'à même la réalisation de la crème personnalisée, sa propre formule, du sérum personnalisé, du contourio personnalisé. Donc la personnalisation, elle n'est pas seulement... Maximum, ouais. On a le rituel personnalisé à travers les produits Yoma, où on va prendre un produit avec un autre, etc. Mais on peut aussi avoir sa propre formule dans un appareil qui est dans le point de vente et qui fabrique la crème en moins d'1 minute. Et c'est des milliards de combinaisons, donc c'est vraiment extrêmement personnalisé. Je me rappelle que quand j'ai lancé Yoma en 2010, il n'y avait ni techno, ni personne ne parlait de la personnalisation. C'était comme Saint-Jean-Baptiste, dans le désert, avec moi qui hurlais. Et puis aujourd'hui, c'est devenu la tendance la plus importante de la beauté. Et Yoma a connu un succès fulgurant parce qu'en 2 ans, elle a explosé. Du coup, Unilever est venu l'acheter. J'ai continué à faire ça dans Unilever parce que dans le deal, c'était je devais rester jusqu'en 2015. Puis ils m'ont demandé de rester jusqu'en 2019, etc. Et entre-temps, je crée le groupe Yeva, qui continue dans cette notion de personnalisation, de beauté personnalisée. Et à partir de 2020, le groupe Yeva donc, achète Atelier du Sourcil, Boudoir du Regard, reprend Yoma à Unilever. Aujourd'hui, je dirige ce groupe qui emploie à peu près plus de 500 personnes en France, avec des marques phares, Yoma, qu'on a repris donc, l'atelier du sourcil qui est le numéro 1 de la beauté du regard avec plus de 150 boutiques
et MyEva, qui est l'abonnement phare de Eva Group, qui est le Netflix de la beauté en quelque sorte. C'était la dernière innovation, on va dire. Et ce Eva Group aujourd'hui, c'est vraiment un acteur de la beauté majeur aujourd'hui, très très innovant, très casse-code. Et en fait, c'est quoi? Ce sont des marques, des services et des expériences de beauté personnalisée. Donc, on ne fait rien qui soit pas de la beauté personnalisée, activée par la techno et la data. Voilà, c'est un groupe aujourd'hui qui est soutenu par les VC. Donc, il est financé par les VC, oui. Sur Eva Group, en equity, je dois avoir levé peut-être 30 millions, un peu plus peut-être. Et avec aussi de financement qui était aussi à base de dette. Donc, en tout et pour tout, je pense que j'ai mobilisé plus de 40 millions en cash. Et aujourd'hui, dans ce groupe, il y a le Crédit Mutuel, qui est un grand actionnaire, Equity, qui est mon actionnaire de cœur et de toujours, en fait. Hein, on a fait beaucoup d'affaires ensemble. D'accord. Après, il y a le groupe SEB. OK. Il y a Unilever. Et il y a récemment la rentrée de Reward Media dedans. OK. Donc voilà, c'est un groupe qui commence à peser aujourd'hui et qui forcément sera une des belles réussites à venir. En tout cas, c'est que ce que je peux que te souhaiter. On va revenir à cette magnifique aventure entrepreneuriale, mais justement, tu n'étais pas prédestiné à faire de la beauté, de la tech. À part que je suis beau. Voilà. Mais à part peut-être avec le côté tech, puisque dans ton expérience d'ingénieur, mais qu'est-ce qui ça a été quoi l'élément déclencheur, le déclic? C'est quoi tes origines entrepreneuriales en réalité? En fait, honnêtement, je viens d'un pays à la base où tout le monde est commerçant. Libanais. Ouais, je suis franco-libanais. Et le franco commence à peser beaucoup. Hein, donc, je suis franco-libanais. Maintenant. La réalité, c'est vraiment au Liban, la notion de commerce, ça coule dans nos sangs, en fait. Depuis même la Phénicie, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai un parcours très scientifique. Ingénieur, doctorat, CNRS. Ouais, quand vous rentrez dans le CNRS, c'est pour faire... voilà. Et au CNRS, j'ai fait un début assez fort. Ça veut dire que j'ai dirigé beaucoup de thèses, j'ai publié beaucoup de papiers scientifiques. J'ai plus de 250 publications scientifiques, donc c'était vraiment très fort. J'ai énormément de brevets. Donc vraiment, mon chemin, il était celui-là. Hein. Mais au fond de moi, il y avait toujours cette notion d'entrepreneuriat et j'attendais le moment. Je me rappelle avoir dit à mon directeur du labo quand il m'a recruté, Bernard Courtois, à l'entretien d'embauche du CNRS, je me rappelle lui avoir dit que je resterais 3-4 ans et je créerais quelque chose. Et d'ailleurs, qui n'a pas été très favorable à mon entretien, à mon embauche. D'ailleurs, j'étais classé 2e à cause de cette connerie. Mais le premier n'est pas venu. Il a un peu de chance, donc il m'a pris à moi. Donc, bon, il ne le regrette pas. Et derrière, quand il y a eu l'opportunité, moi, j'ai commencé à m'ennuyer un peu. Même si vraiment, j'ai eu vraiment de la chance de tomber dans un labo CNRS atypique. Bernard Courtois est un homme atypique. Pour moi, c'est le meilleur directeur de recherche. C'est vraiment comment doit être un directeur de recherche CNRS idéal. Ça veut dire pas un mec qui est dans son labo, qui regarde les grattes. Tu es un directeur de recherche, tu dois aller dans le monde, découvrir. Et Bernard m'a respecté ma liberté et m'a permis d'aller voyager beaucoup. J'ai regardé tout ce qui se faisait en recherche aux États-Unis, en Chine, au Japon, partout en fait.
Et je suis venu mettre ma stratégie en place en fonction de tout ça. Et c'était quoi tes études de recherche? Enfin, en fait, je faisais de la recherche sur quelque chose qu'on appelle les MEMS, qui a donné naissance à ma première boîte, MEMSCAP. Ouais. MEMS, c'est Micro Electromechanical System. En français, c'est microsystèmes. Ce sont des systèmes microscopiques faits en silicium, donc c'est du semi-conducteur, et qui nous permettent de réaliser des fonctions capteurs. Par exemple, dans un avion, on veut mesurer l'altitude de l'appareil. On fait ça par un capteur de pression qui mesure dans les cabines, on gère la pression. Pour la peau, par exemple, on veut mesurer l'hydratation. C'est un MEMS qui vient mesurer l'hydratation de la peau. Dans le téléphone portable, quand on tourne le téléphone, on a un capteur inertiel en fait, qui dit vous avez tourné le téléphone. Et du coup, il faut tourner l'image. Donc, le microphone du téléphone portable, c'est un MEMS. Dans la voiture, l'airbag, énormément. Ils sont partout. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas partout. Moi, j'étais même d'ailleurs, si je veux pas, le premier doctorant à l'époque dans ce domaine en Europe, si ce n'est pas, le premier ou parmi les 5 premiers, on va dire. Donc, de toute manière, c'était très, très, très nouveau et c'était plutôt une techno réservée à l'armée américaine, à l'espace, etc. aux États-Unis. Et ça a déboulé au début dans la voiture, en fait, avec l'airbag. Et moi, j'ai eu cette chance de démarrer là-dessus. J'ai été connu dans ce domaine-là de recherche. Et quand j'ai voulu sortir pour créer MEMSCAP, j'avais une assise technologique très forte. Mais en plus, j'étais très connu. Et moi, je dis toujours aux entrepreneurs qui démarrent là aujourd'hui, je leur dis, beaucoup de gens pensent que vraiment le produit est la réussite, etc. Le produit, c'est bien et c'est important. Il ne faut pas vendre des merdes aux gens. Ça, c'est une certitude. Mais la réussite n'est pas là-dedans. Très peu de produits se sont vendus eux-mêmes. Très, très peu. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a même pas 5 produits. Donc, la réalité, c'est que la réussite, elle est basée sur... Il faut avoir de la chance, c'est certain. Mais c'est beaucoup les relations. Beaucoup. Si vous n'avez pas de relations, il faut vous associer avec des gens qui en ont. Sinon, ça ne marchera pas. Les choses seront très dures. Et du coup, moi, j'ai eu cette chance d'avoir un réseau en sortant du labo qui est énorme, surtout avec des industriels pour qui issus de ton travail de recherche, parce que mon travail de recherche était avec ces industriels. Donc quand je suis sorti et j'avais cette idée, je suis parti les voir, leur raconter l'idée, ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné mes premiers contrats et l'affaire est partie. Après, évidemment, je savais pas comment financer une boîte, je savais pas beaucoup de choses. J'étais super bon, on va dire, en gestion d'équipe, gestion de projet, voilà, hyper visionnaire, R&D très puissant. J'avais une belle gueule, donc je savais convaincre, j'avais beaucoup d'énergie, je travaillais énormément. Mais côté finance, côté... même, on va dire, marketing, toutes ces choses-là, c'était théorique, même pas. C'était nouveau, en tout cas. Ouais, il fallait l'apprendre. Donc, j'ai lisé beaucoup. J'ai lu plus de 4 livres par semaine pendant toute une grosse période, quoi. Vraiment, j'ai tout lu, tout ce qui était intéressant dans et aux États-Unis, il y a énormément de beaux bouquins. C'est pas comme moi, je me rappelle à l'époque, je descendais en France pour acheter des livres et il y avait des livres des statistiques, des conneries, quoi. Ça sert à rien pour un entrepreneur, mais vraiment à rien. Franchement, ça a pas mal changé. Ça a changé maintenant, oui. Mais parce qu'ils ont traduit d'ailleurs beaucoup de livres américains. Hein. Mais la vérité, c'est que la profondeur des livres à l'époque dans la Silicon Valley était massif. En fait, pourquoi ? Parce que en réalité, dans le monde des affaires, si on veut faire des livres, il y a la théorie. On va apprendre, on va dire, le livre du MBA, de marketing, de finance, machin. Bon, c'est du béton armé, de la théorie, quoi. Mais la réalité, les vrais livres dans lesquels on apprend beaucoup, c'est l'expérience des autres.
Et la Silicon Valley, c'était une usine, enfin c'est toujours une usine de production de start-up, de boîtes innovantes, des grosses réussites, des choses qui sont dans un garage. Très inspirant. Voilà. Donc du coup, ces gens-là racontent après leur histoire. Et on apprend beaucoup de ça. Si je raconte, moi, mon histoire dans un livre, on va apprendre énormément de choses. Parce que dans un livre, on va dans les détails de tout. Pourquoi ? Parce que en fait, ma vie, quand on la regarde, on va voir un cursus comme ça. Je l'ai dit toujours, un cursus qui monte tranquille, voilà, quelle réussite, etc. Vu de loin. Mais quand on zoome, c'est comme ça le truc. Il n'y a pas une journée sans 30 millions de merdes à régler. Et en fait, finalement, si je partage ça avec des gens, eh ben, ils vont apprendre beaucoup, beaucoup plus qu'en allant. Oui, puis on va pas croire que tout se fait facilement. Et puis on va lui donner de l'énergie, puis il va voir l'effet miroir. On en parlera. Mais par exemple, dans Gvema, moi, là, les gens, ils me disaient, oui, on adore t'es antipathique avec les gens, etc., machin. Mais la réalité, en fait, moi, j'étais assis dans un fauteuil et je me voyais en lui. À la personne qui arrive. Enfin, c'est pas si loin que ça, j'étais dans sa peau. Dans sa position, Exactement la même. Et en fait, d'ailleurs, j'ai fait le Forum 4i. Première version de la Forum 4i, première version de la Forum 4i, il y avait 7 investisseurs assis, 8 investis assis. Et on était des entrepreneurs qui passaient 5 minutes le matin. Et si ils cochaient, oui, non. Si c'est oui, ils nous voyaient l'après-midi 1 heure. Ok. Et après, si c'est oui, bah, ça continuait jusqu'à la term sheet. Tu l'as fait avec quelle boîte ? Memscap. Memscap, okay. Oui, en fait, je suis parti aux États-Unis. J'étais un Silicon Valley Boy à l'époque. Donc, je passais beaucoup de mon temps là-bas. J'ai écrit mon business plan au Hyatt Hotel de San Jose, de Memscap. J'y vais. Je lève dessus. Je fais une première réunion qui ressemble au brief de Gvema. 1 minute 30. Le mec, il m'a donné 1 minute. Hein. Ouais. Bah, j'ai foiré complet, donc ça n'a pas marché. Et le deuxième, je suis rentré après cette défaite-là. Je suis rentré dans ma chambre d'hôtel et j'ai bien travaillé. Et je suis parti. Deuxième, je l'ai cramé. J'ai ramené une term sheet de 10 millions. 10 millions de valo pour 2 millions de levée. Je suis rentré en France pour la faire. Et le patron de l'Anvar de l'époque de ma région, qui s'appelait Marc Michel, me dit, il faut aller, je viens de lancer le Forum 4i et il faut que tu y ailles. J'ai dit non, j'ai pas besoin. Je viens d'avoir une term sheet. Il me dit, si tu vas y aller, sinon je te donne pas. À l'époque, l'Anvar faisait, si tu as par exemple 2 millions et tu as un programme de 4 millions, bah, tu lèves 2 millions, l'Anvar te donne 2. Donne les compléments. Avance remboursable, c'est réussite. Mais c'est génial parce que si ça réussit pas, bah, tu n'as pas à rembourser. Donc l'État prend beaucoup de risques dans ce truc-là. Et pour nous, si ça marche, bah, c'est absolument pas dilutif. Donc c'est génial, à la place de lever 4, lever 2. Donc... et moi, je voulais pas perdre. Il voulait me donner 1,5 million. Et je voulais pas perdre ça. Et il m'a dit, me fais pas chier, tu y vas et c'est tout. Et donc, j'ai été. Et en fait, finalement, sur les 8 investisseurs, j'ai eu 3 term sheets. Et j'ai pris 2 de ces 3 term sheets. Donc, en fait, ils ont eu le pitch. Ben, j'ai fait mon pitch un jour. Ils ont eu devant des investisseurs. Donc, du coup... Je peux pas ne pas les regarder et dire bah c'est moi en fait, c'est mon miroir. Donc du coup on peut pas ne pas être sympa quoi. Donc ça a démarré comme ça avec Memscap et après pour revenir vraiment à la tête de la question, après l'arrivée dans la beauté et tout ça, c'est toujours dans l'entrepreneuriat, il y a 2 choses je pense. Il y a son côté entrepreneur. Ça veut dire pas tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat. Ça, c'est une certitude. L'entrepreneuriat, c'est pas une balade tranquille. Hein. Non, ça veut dire que si vous aimez pas les fortes sensations et le vertige et tout, et les parachutes et le parapente et la plongée sous-marine et tout, il faut tout aimer en fait. Ouais, c'est pas la peine parce que ça sera très dur.
Très, très dur. Mais de l'autre côté, il faut avoir ça. Et après, c'est des opportunités. Il y a des accidents dans la vie qui arrivent. Moi, je suis les signes, en fait. Je suis quelqu'un vraiment qui suit les signes. À l'instinct. Beaucoup d'instinct. J'ai beaucoup de... En fait, je suis très, très réfléchi. Moi, je suis un contraste. Hein. Je suis une combinaison de contrastes. Je peux être très, très doux comme je peux être très, très dur. Je suis un ange et un démon à la fois. Donc, vraiment, il y a en moi beaucoup de contrastes. J'ai vécu des moments que peu de gens ont vécu en dureté. Et j'ai vécu des moments que peu de gens ont vécu en gloire et en bonheur, quoi. Donc, vraiment, c'est très contrastant. Toute ma vie, et je pense... Ma vie a été le reflet de ce que je suis aussi. Donc, et donc, je suis très, très réfléchi, extrêmement réfléchi. Et j'analyse très, très vite les choses. J'ai beaucoup d'expérience. Donc, quand Vema, moi, je pose des questions. Quand les autres posent des questions, évidemment, je les écoute et ma tête calcule tout seul. Donc, je n'ai même pas besoin de réfléchir, en fait. Et moi, je vais me focaliser sur des choses. Moi, je me focalise sur l'humain, sur le machin, etc. dans mes questions, parce que je considère que je suis un business angel et que finalement, le type qui est en face de moi, il faut qu'il soit un vrai entrepreneur, parce que sinon, on va s'emmerder tous. Ouais, c'est ça, tes critères de moi, je le secouais. Ou je secoue le type ou la femme, et je vois qu'est-ce qui bouge dedans. Voilà. Et puis, est-ce que j'ai l'impact avec mon écosystème, avec mon expérience? Est-ce que je peux le rendre meilleur? Et est-ce que je m'amuse avec lui? C'est les trois trucs qui ont été mon... Alors évidemment, quand Eric pose une question sur la marge ou machin, je l'écoute, ça fait pas de mal. mais voilà, donc le point majeur, c'est quand on est entrepreneur, il y a des opportunités. Après, c'est à nous de maximiser l'impact de l'opportunité. Et moi, je réfléchis vite, mais il y a des signes qui arrivent. Et j'attends ces signes même, maintenant. J'ai remarqué dans ma vie qu'à chaque fois que je n'ai pas suivi les signes, j'ai pris une tollée. Donc, ça a été dur. Donc, du coup, maintenant, en fait, j'ai même développé une faculté pour savoir si c'est un signe ou pas, en fait. Franchement. Et justement, je me posais la question tout à l'heure... Tu l'as fini ta thèse? Du coup, tu étais doctorant, donc tu es docteur. Je suis docteur, docteur Karam, s'il te plaît. Donc ça me fait très plaisir de recevoir un docteur qui est devenu entrepreneur, investisseur, parce que c'est quand même deux milieux qui sont quand même très différents. Je me pose d'ailleurs aussi la question est-ce que tu fais partie justement maintenant de ces investisseurs ou entrepreneurs qui vont chercher des technologies issues de type CNRS ou autres pour en faire des business? Tu vois, parce que toi qui viens de là, est-ce que ça t'est arrivé, toi, en tant qu'investisseur ou entrepreneur, de reprendre ce type de brevet, de techno? Alors, je suis issu du CNRS et dans ce laboratoire-là, j'ai construit ma tête, mais je n'ai pas essaimé une techno. Je n'ai pas pris une techno en partant, licencié, etc. Mais il est important quand même de dire que tout ce que je savais au moment de lancer Memscap, toute ma pensée, ma stratégie, ma réflexion scientifique, tout a été construite dans les 4 années que j'ai passées dans ce laboratoire-là. Donc là, le CNRS ne m'a pas donné une techno et ma vie dans la recherche n'a pas donné une techno, elle m'a donné une perspective, une vision, une capacité technologique, etc. Plein de choses. Alors par contre, il y a eu beaucoup d'histoires en France de techno issus du CEA, du LETI par exemple, beaucoup. J'en connais plein, etc. Et très peu ont réussi. Hein. Bah, c'est pas facile, ouais. Et c'est dommage. Et moi, j'aurais eu ces technos, mais j'aurais cassé la baraque. Parce que franchement, parfois je me dis... En fait, la réalité, c'est que dans ces labos, en France, dans des labos, on a des technos magiques. Hein. Magnifique, ouais. Vous allez vous balader, mais franchement, il y a de la techno. Hein. Vraiment. Qu'est-ce qui manque, en fait? C'est que les porteurs du projet, qui sortent par exemple du LETI, ou du CEA, ou du CNRS, etc., sont souvent pas vraiment des CEO. C'est des CTO. Ah ouais.
Et alors, on peut dire, oui, mais toi, tu étais alors comme ça, comment tu as réussi la transformation? Je pense que si on m'avait analysé, s'il y avait un mec qui analysait les profils, il aurait dit, lui, il peut être CEO. Parce que j'avais des éléments qui n'étaient pas vraiment purs comme... Pure tech, et que tu avais cette vraie aspiration. J'avais tout le temps une approche financière, j'avais tout le temps, je voulais faire des programmes et des programmes qui gagnent de l'argent, je voulais faire des choses à impacter les trucs. Je réfléchissais, j'ai géré des équipes, j'ai géré des programmes industriels. Donc tout ça, c'est... Alors que dans la tech, dans ces labos-là, on a des savants, en fait. Des gens qui sont super, super bons en tech. Et quand ils vont venir pour sortir, eh ben, en fait, s'ils ne s'associent pas à un CEO, les chances sont faibles. Et après, il y a le côté écosystème. Il est beaucoup plus simple de réussir en tech aux États-Unis qu'en France. C'est une certitude. Mais vraiment une certitude, et je peux débattre là-dessus avec n'importe qui et le convaincre. Mais quand même, je me dis, quand on a eu, pour développer une techno réelle, il faut des dizaines de millions d'euros, quoi. C'est vraiment cher. Donc quand on a ce cadeau cette opportunité exactement qui arrive pour 2% de redevance ou pour 10% de la boîte, c'est génial, quoi. Donc, j'étais impliqué dans certains de ces projets. Et je trouve... il y a même une fois, je me suis dit, si j'ai le temps, je prendrai une voiture et je roule, j'irai voir tous ces labos. Et moi, j'ai une capacité d'analyser si la techno est bonne ou pas, parce que bon, c'est mes domaines quand même. Et je piquerai une techno et je ferai une mastodonte avec. Mais j'ai plus de temps. Et bon, bah en tout cas, je pense en effet qu'il y a beaucoup de choses à faire là, dans ce secteur, et puis il y a encore un boulevard pour pouvoir investir et utiliser ces technologies qui sortent de nos laboratoires, dans lesquels on met beaucoup d'argent et dans lesquels on a des super scientifiques qui créent des technos incroyables. Exact. Si on revient un peu à ton parcours, donc tu t'as lancé Memscap, c'est une grande réussite. Pour le coup, j'imagine il y a des hauts, des bas. Ouais. Mais concrètement, là, ça y est, Memscap, ça devient une très très belle pépite. Une très belle pépite. Tu dis, tu vas même jusqu'à être listé. Comment ça se passe ce moment déjà? Comment on décide de se faire lister, Quand on parle d'opportunités et de moments, etc. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux, franchement. En fait, il faut savoir la provoquer, cette chance, mais il faut aussi savoir le reconnaître. Je l'ai dit, hein, il y a la chance initiale, puis il y a la chance à cumuler qu'on vient. Et moi, je suis quand même assez chanceux à la base, parce que, bon, je l'ai dit plusieurs fois. Bon, et encore une fois, je suis l'homme des contrastes. Ça veut dire que on peut dire que j'ai eu des choses tellement négatives que comment il peut dire ce mec-là qu'il a de la chance, c'est pas possible. Et puis j'ai eu des choses tellement positives où on peut dire mais c'est incroyable, c'est l'homme le plus chanceux sur Terre. Donc voilà, je suis ce genre de produit très contrasté, mais j'avais fait avec Memscap le premier tour, je lève 2 millions sur une valo de 10 en novembre 98. En avril 2000, je lève 11 millions sur une valo de 45. C'était le deuxième tour. Et je me dis, je commence à avoir des contrats, beaucoup de contrats. Il faut que je construise une usine. 50 millions, etc. Je me dis, bon, là, l'Europe, c'est bon, t'as levé 11 millions déjà. Bon, c'est vrai que j'avais 25 millions de term sheets sur la table quand j'ai pris. C'est beaucoup à l'époque. Hein, c'est des cartons. C'était des cartons. Franchement, je rentrais voir un VC, je sortais un mois après, j'avais un term sheet, quoi. C'était simple. Et j'avais dit non à 14 millions et j'ai pris 11, en fait. Hein. Et je voulais lever 6,5 à la base. Donc, mais là, je devais lever 50. Et j'ai dit au moins 50. Et je dis, bon, allez, Jean, c'est le moment des États-Unis. Hop, je pars, je fais un tour aux US, en Californie, je passe un peu, même, je pense, de mémoire, je suis passé aussi par Boston, etc. Et j'ai eu un super écho.
auprès des investisseurs. Vraiment. La seule contrainte, c'est qu'ils me disaient, Jean, OK, on met 60... Et j'avais vraiment accès à 75 millions. Mais il faut que tu changes le drapeau. Tu viens t'installer ici. Et franchement, les investisseurs, ils étaient tellement éblouis par moi. Franchement, ils étaient tellement sympas, tellement excités. Ils voulaient tous, ils se bagarraient pour m'avoir. Et je rentre et je dis merde, je dois partir aux US, etc. Et ma copine de l'époque, ou ma femme, après, elle voulait pas partir aux US. Et je disais, bon, c'est la merde et tout. Mais bon, je vais la convaincre, on va partir. Parce que c'est quand même, il faut que je lève 75 millions et c'est pas en France que je vais les avoir. Dans ma tête, c'était ça. C'est pas en France que je vais les avoir. Et puis, il y a une boîte cotée en bourse, dans l'optique, communication optique, qui vient me voir pour m'acheter. En gros. Ils voulaient voir ce que j'ai pour m'acheter et ils ont entendu parler de moi. Moi, je faisais à l'époque des switches optiques, des commutateurs pour la fibre optique, des composants pour la fibre optique. Eux, ils faisaient des composants pour la fibre optique, mais c'est des amplificateurs, d'autres choses. Ils viennent me voir et donc ils me présentent leur boîte, machin, et je leur dis, mais quel est votre chiffre d'affaires? Ils me disent 80 millions, 70 millions, un truc comme ça. Et j'ai dit, et quand vous êtes rentré en bourse, c'était quoi votre chiffre d'affaires? Ils me disent 4 millions. Et moi, j'avais tout lu sur les sujets. Mais aux États-Unis, si vous ne faites pas 100 millions, vous ne rentrez pas au Nasdaq. Bah, c'est clair. Donc, c'est 100 millions, c'est la barre. Alors, on peut rentrer sur l'Amex en moins maintenant, mais sur le Nasdaq, moi, dans ma tête, je comprenais que le Nasdaq. Et je dis, on peut rentrer en bourse à 4 millions? Il dit, ah oui. Et la boîte valait 3 milliards. 3 milliards. Sur Euronext, hein. Je dis, c'est quoi cette affaire? Donc la réunion, elle a beaucoup tourné autrement. À la place de me vendre, je posais plein de questions. Et moi, c'était en 2000. Et moi, en 2000, j'allais terminer l'année autour de plus que 3. Je me dis, bon, ils sont à 4. Ils sont rentrés en bourse. 3 à 4. C'est kiff bourricot. Alors par contre, ils avaient une très forte croissance derrière. Mais moi, j'ai plein de contrats. Et d'ailleurs, j'allais faire 3, 18. Et même 72 après. Donc, j'avais les chiffres dans ma tête et tout. Bah, je dis, bah ouais. Eux, ils ont fait 4. 70. Bah ouais. Ça se tient. Peut-être que je ne voudrais pas 3 milliards, mais ce sera 1,5 milliard, quoi. Ouais, excellent. Donc, et j'y parte. Je convoque mon conseil et je leur dis, j'ai fait le tour, c'était bravo gens, machin, je peux lever 75 millions, mais on ne va pas les prendre. Ils me disent, mais ça va pas. Pourquoi? Et j'ai dit, bah, parce qu'on va aller en bourse. Et là, autour du board, ils étaient tous pliés. Ils disaient, mais Jean, mais t'arrêtes. C'est quoi ça? Tu veux aller en bourse? Ça fait 3 ans, même pas la boîte, elle a quoi? 2 ans là? On a, la première année, c'était 98, donc on avait 550 000 euros. La deuxième année, 99, on avait fait 1,7 million. Et là, on était en 2000 et on allait terminer à 3,1. On va pas en bourse maintenant, c'est pas prêt. J'ai dit si, c'est prêt. Et on va lever beaucoup d'argent. Et là, sur la table, un des investisseurs s'appelle Valérie Gombard, qui représentait SPEF Venture, qui est devenu C-Venture après, mais là, qui est chez High-Innov, en fait, c'est elle, la CEO. Et Valérie me dit, Valérie a commencé sa carrière avec moi, dans ce dossier-là. Elle était même plus jeune que moi. Nous, on était tous les deux gamins. Hein, donc, moi, j'ai lancé Memscap, j'avais 27 ans. Et elle était même 2 ans de moins que moi. Elle me dit, écoute, je connais quelqu'un à Paris qui était le cofondateur du Nouveau Marché. On va le voir. Il a monté une boîte de consulting maintenant. On va le voir. Et s'il dit, c'est bon, je te soutiendrai. Je dis à elle. Ouais. La semaine prochaine, elle me fait machin. Je viens. Ce type s'appelle Yannick Petit, qui est aujourd'hui le PDG de Allegra Finance, dans lequel je suis actionnaire.
Et avec lui, il y a Evelyne Galiatsatos, une des anciennes directrices de la COB, qui est devenue l'AMF. Donc je fais une présentation, et Yannick il dit, mais évidemment qu'il peut aller en bourse, mais c'est un super mec, super produit, j'y vais. Alors Valérie me dit, ok, je te soutiens. Donc, on prend la décision, septembre 2000, on est en bourse mars 2001, pour 430 millions d'euros, en levant 101 millions d'euros, plus 16 millions de green shoe, et la deuxième plus grosse introduction de toute l'histoire du nouveau marché. La plus grosse, c'était Fimatex. Ils ont levé 160, moi j'ai levé 116. Et j'ai levé ça dans la pire crise financière, mais pire, hein, qu'on a connue, puisque c'est l'explosion de la bulle Internet et la fibre optique sur lesquelles on était derrière. Et il y a eu sur le marché l'introduction d'Orange, d'Alstom, Orange ou Orange Alstom, Memscap et rien. Et ça s'est fermé pendant 24 mois, aucune intro, zéro, hein, tellement c'était l'enfer. Et ça, c'est une expérience en soi qui est spectaculaire. Ouais. 6 mois de travail d'intensité hors norme. Ouais. Hors norme. Mais en plus, quand on lève autant d'argent, j'ai rencontré 193 investisseurs institutionnels. 193. Je connais le chiffre. Hein. j'ai le livre. Il fallait, parce que si vous voulez lever 116 millions, il faut avoir au moins 200 millions dans le livre, quoi. Sinon, on ne vous cote pas. Donc, c'était extraordinaire comme expérience. Et le jour où j'ai coté en bourse, c'était le 1er mars 2001, ce jour-là est certainement un des plus grands jours de ma carrière professionnelle. Écoute, c'est passionnant, je vois le temps qui file à toute allure et je sais que ton temps est précieux, donc je vais essayer d'avancer en giga accéléré pour quand même parler un tout petit peu d'une autre thématique. On a la chance de t'avoir, on pourrait quand même parler un peu quand même de cette beauty tech aussi. C'est quoi la beauty tech quelque part, et qu'est-ce qui fait que c'est un secteur qui est aussi porteur et dans lequel tu crois énormément? Alors, je pense, d'ordre général, et c'est facile à comprendre, que la tech est partout. Alors, je ne vois pas pourquoi la beauté doit rester celle de ma grand-mère, quoi. C'est pas possible. Donc, la tech, en fait, en soi, c'est un enabler de business, du point de vue business. Ce n'est pas le business. La tech, c'est quelque chose qui vient à conseiller l'humain, améliorer l'expérience client, apporter des réponses beaucoup plus précises, etc. C'est dans cette tech-là que je crois, dans la beauty. Il y a beaucoup de gadgets. Hein? Le truc qui tourne, qui nettoie la peau, la brosse électrique, et je sais pas quoi. Ils ont leurs clients, ils ont leur niche, etc. Mais moi, personnellement, je n'investirai jamais là-dedans. Parce que il y a personne... il y a eu Clarisonic qui a sorti une brosse. Derrière ça, il y a eu 30-50 brosses. Tout le monde a sorti des brosses et chacun il dit moi elle tourne comme ça plutôt qu'elle tourne comme ça. Et bon, alors on s'en fout. On fait un scrub avec un de mes produits Yoma. Vous utilisez l'émulsion exfoliante douce ou de Yoma ou l'autre soft peeling de Yoma. On compare les résultats. Bon. Donc pourquoi je vais aller me faire chier à développer des technos et des trucs et la salle de bain qui est si petite, mettre des trucs dedans encore en plus, pour rien, au résultat le même. Donc c'est pas dans cette tech que j'y crois. Moi je crois qu'il est temps que la beauté s'éloigne un peu de ses hyperboles. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancé dans la beauté, je croyais que c'est une industrie, avant que je me lance, je croyais que c'est une industrie qui vend de rêves en fait. Ouais. Et moi, je suis un scientifique. C'est beaucoup de rêves. Ouais, ils te disent les rides s'estompent. Et moi, à l'époque, j'ai regardé les pubs de ces grosses mastodontes là, les rides, les faces de temps, ça s'estompe, des 4 applications, Et le mec qui les vend, il est ridé comme pas permis, quoi. Donc tu dis, mais pourquoi tu mets pas tes produits sur toi puisque c'est génial. Et en fait, la réalité, c'est je viens d'un monde où
on baratine pas le client. C'est-à-dire, imagine seulement que j'ai un capteur de pression, à peu près, tout est à peu près, et je le mets dans l'avion. Eh ben, super. Et il va tomber l'avion. Donc, donc je disais, c'est pas pour moi. L'approximatif, c'est mais franchement, au début, je disais, c'est pas pour moi. Et puis à un moment donné, j'étais assez hautain. Même, j'ai dit à Vera Stroubi, qui est ma première associée dans la beauté, qui était l'ancienne présidente de Mugler, une femme iconique et très, très, très innovante. J'ai dit à Vera, j'ai pas fait PhD pour vendre des crèmes. Alors, non, je vais pas faire ça. Et à un moment donné, quand j'ai décidé d'y aller, je voulais vraiment faire la différence. Et pour faire la différence, je voulais avoir des produits super concentrés où on voit des résultats. Et étant scientifique, j'ai vraiment regardé la chose de la manière scientifique. Et pour moi, la tech... Elle permet ça. Elle permet quoi? Elle permet d'abord, par exemple, avec mes appareils de diagnostic, que tout le monde peut aller gratuitement faire un test de diagnostic chez des Marionneaux, chez Beauty Success ou dans des pharmacies, etc. Parce que j'ai équipé tous ces points de vente. On peut faire un diagnostic et on voit ce que l'œil ne voit pas. Donc on voit par anticipation, parce que les rides, elles ne se forment pas à la dernière, enfin d'un jour à l'autre, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc on voit ce qui se passe en dessous. Et donc on peut agir par anticipation. Et en fait, finalement, le job, c'est de pousser le temps, en fait. C'est tout. Notre job dans la cosmétique, c'est de pousser le temps. Si moi, je vous permets à 70 ans d'apparaître comme si vous aviez 50, bah, j'ai réussi, en fait. Parce que mon objectif, je ne peux pas, en cosmétique, dire que vous n'allez jamais mourir. Ou vous n'allez jamais être vieux. C'est pas possible. Par contre, la perception d'âge, ça, c'est mon domaine. Et donc, si je peux agir par anticipation, et c'est pour ça qu'il est essentiel, mais essentiel pour tous ceux qui nous écoutent, et s'il y a des jeunes en particulier, c'est qu'on ne s'occupe pas de sa peau et de son hygiène beauté à 50 ans, et puis voilà, on attend des merveilles. Non, on doit commencer très tôt. On doit commencer très tôt parce que, en vieillissant, en faisant le nécessaire, eh ben, en fait, on va avoir 55 ans, et apparaître moins. C'est ça le truc. Et donc, moi, je me suis dit, OK, nous, chez Yoma, on ne croit pas dans la magie d'un ingrédient. Toutes les autres marques de cosmétiques, ils viennent et vous disent, on a trouvé un ingrédient, quand il y a notre scientifique, il était sur la plage, et puis il est tombé un truc sur sa jambe, et quand c'est tombé, bah, il était blessé, puis la blessure s'est estompée, puis je sais pas quoi, et puis, je vais venir partager cet ingrédient à toute l'humanité. Bon, c'est quoi, c'est baratin, quoi, c'est bon, quoi. Ça a fait son histoire. Non. Un ingrédient seul ne répond pas à toutes les problématiques. Ça, c'est une connerie. Moi, je crois dans la combinaison d'ingrédients très bien sélectionnés pour une problématique donnée afin d'amener un résultat exponentiel. Et donc, si j'agis par anticipation, si je fais cette formule multi-ingrédients et si je mets les concentrations qu'il faut, parce que si je ne mets pas les concentrations qu'il faut, je ne fais pas d'effet. Le problème, c'est que quand on met les concentrations, ça coûte cher. Parce que dans un produit cosmétique, il y a ça et l'eau. Hein, donc, quand on fait un produit mass market qu'on veut vendre à $5, je me demande combien d'ingrédients il y en a dedans. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de vous faire une texture géniale pour que vous appliquiez un maximum ce produit et vous ayez le plaisir de l'appliquer pour qu'au bout d'un certain temps, vous ayez reçu autant de pourcentage. Nous, on ne fait pas ces produits. Nous, on fait des produits efficaces. Ils doivent donner des résultats. Donc, vous prenez un contour des yeux numéro 2 que moi, j'utilise. Et je dis ça exprès parce qu'en fait, il faut savoir que la zone de butterfly, la raison pour laquelle moi, je m'intéresse beaucoup à la beauté du regard, c'est cette zone-là qu'on appelle la zone de butterfly, parce qu'elle a la forme de papillon. Et la zone que quelqu'un, quand il vous regarde ici à 49% du temps. OK. Et 50% de la perception d'âge viennent d'ici. 50%. Ah oui, donc, moi, là, j'ai un produit, c'est les contourieux numéro 2. Je peux partir où vous voulez. Jamais, je lâche jamais ce produit.
En plus, j'étale ici quand j'ai pas de crème, je m'en fous. Il est concentré à 26%. Il n'y a aucun produit sur le marché à cette concentration. On le sent qu'il travaille. Donc, mais ça coûte cher de le faire. Donc la tech me permet d'agir par anticipation. Ça, j'y crois beaucoup. Je crois aussi dans la tech qui personnalise le soin. Il est tout con de comprendre qu'un soin personnalisé est plus efficace qu'un soin générique, parce qu'un soin personnalisé, il est fait pour nous. Surtout s'il est fait pour nous, comment il est fait pour nous. Ça veut dire s'il est fait pour nous sur la base de mesures, c'est une chose, ou sur la base d'un questionnaire comme ça. Vous pensez que votre peau, elle est comme... Ah, ouais. En fait, les gens, tout ce qu'ils pensent quand ils font un diagnostic de peau, c'est l'opposé de ce qu'ils pensent, en fait. Donc, c'est vraiment pas... Pourquoi ? Parce que la peau, c'est une mosaïque incroyable. On dort d'un côté, ça change la donne par rapport à un machin. On conduit en France ou en Angleterre, c'est pas pareil parce que le soleil, on le tape. Donc, il y a énormément de choses, en fait, et ça apparaît dans les mesures. C'est pas... si vous allez dans les points de vente, les filles vous disent, vous avez la peau grasse, la peau machin, la zone T, enfin, il y a 3-4 mots, et sur les... Non, la tech nous permet de travailler sérieusement, de donner à l'humain, donc aux esthéticiennes, aux conseillères de beauté, etc., des outils pour être super efficaces, super précis dans leur diagnostic et vraiment bien recommandé. La tech aussi, maintenant surtout avec l'IA, est capable de nous recommander le traitement personnalisé, le rituel personnalisé, et la tech nous permet aussi de venir vérifier. Donc la tech, il y a pas mal de monde qui la bloque aussi parce que les hyperboles, moi j'ai dit une chose, quand j'ai lancé Yoma en France, je ne suis pas sorti avec Yoma, la personnalisation au début, le message initial, c'était la cosmétique par la preuve. Et je disais à tout le monde, c'est simple, faites votre diagnostic, achetez le produit, partez chez vous l'utiliser, quand vous revenez, refaites un diagnostic, et comparez, la tech va vous garder les chiffres, donc vous comparez les choses. Et si on vous fait pas du bien, on peut vous avoir une fois, pas deux. Alors que toutes les autres marques vont vous avoir 1000 fois. Donc pour moi, la tech, dans la beauté, peut shifter la beauté de la notion purement émotionnelle vers des endroits fonctionnels. Et il ne faut pas oublier l'émotionnel, c'est important, la sensorialité, le plaisir, le parfum, le truc. Et puis surtout, si c'est... Parce que dans la beauté, il y a aussi la notion de fragrance. Donc la fragrance, c'est toute une catégorie énorme dans la beauté. Mais ça, c'est émotion, sûrement. C'est émotion, c'est aussi appartenance, c'est des choses comme ça, de fragrance. Mais la tech va amener, en effet, ce côté fonctionnel amélioré et fait rentrer la beauté dans l'ère de l'IA. Et ça se rapproche de plus en plus du monde de la santé, finalement, quand tu rentres là-dedans. Donc là, aujourd'hui, il va y avoir de plus en plus de liens entre la beauty tech et la santé. Oui. C'est quoi toi qui as une avance là-dessus, c'est quoi justement l'avenir de la beauty tech? Est-ce qu'il y a un avenir? Ça tend vers quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités? Moi, je suis un investisseur, jeune investisseur, tu vois. Est-ce que c'est un secteur qui a de l'avenir et pourquoi? Ou est-ce que c'est juste je pense déjà adaptation naturelle? Je pense déjà on vit en France. Moi, je dis toujours, si vous vivez dans un pays, regardez les secteurs dans lesquels le pays est fort, investissez dedans. Enfin, personnellement, si j'étais Macron, le président Macron, moi, je n'investirais pas en tout. Si j'étais le président de la France, je choisirais mes chevaux et je mets tout le paquet dessus. Pourquoi ? Parce que vaut mieux que la France soit championne du monde dans 3, 4, 5 industries que naze dans 25. Et si on distribue notre petit argent sur une multitude de sujets, en fait, on aura des petits, donc rien. Alors que si la France met son feu sur un domaine entier, elle écrabouille tout le monde. Par exemple, moi, j'aurais mis de l'argent sur l'aéro, on a une avance. Il y aurait de loin mis de l'argent sur le nucléaire, mais bon, ils ont fait plein de bêtises. J'aurais évidemment mis de l'argent dans le luxe et la beauté et le beauty tech, évidemment. Donc,
vivant en France, on n'est pas l'État, mais vivant en France, se dire, tiens, je vais mettre de l'argent dans la beauté, c'est pas une décision débile. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Alors après, il faut voir en quoi je le fais. Il y a 30 millions de marques qui arrivent. Et moi, je veux faire une marque pour les femmes qui sont en train de descendre sur l'escalier. Ben, c'est pas possible, quoi. Enfin, franchement, il faut que ça soit sérieux un peu. Pas à chaque fois qu'on a une idée. Vous avez face à vous des mastodontes. Et vous avez face à vous des super startups. Des boîtes dans la beauté qui sont assez costauds et dures. Il y a du pognon, et il y a de la vision, il y a de la techno, et ça tape. Et vous allez venir avec votre slip se battre contre eux, non. Donc, il faut être sérieux dans quoi on investit, en fait. Maintenant, il y a beaucoup encore à faire. Et en fait, par contre, je trouve cette industrie pas très innovante, réellement. Vous vous rendez compte, c'est moi qui ai ramené, et vous demandez à ChatGPT, hein, l'autre jour, j'ai testé ChatGPT, la version de je sais pas quoi, là. J'ai dit, dites-moi c'est qui Jean-Michel Caram, et il l'a sorti en fait. C'est moi qui ai ramené à la tech, à la beauté, la notion de tech, diagnostic, et avoir lancé la tendance de la personnalisation. Bah, bon, d'accord. Disons que je suis très visionnaire. Et c'est quoi l'étape d'après ? Justement, disons que je suis très visionnaire. Mais putain, mais les autres, qu'est-ce qu'ils foutent ? Donc, j'ai dit toujours un truc qui est incroyable. Votre téléphone portable, au bout de 6 mois, il est obsolète. Vous imaginez la notion d'innovation et tech et des gens qui bossent comme des malades. Bah, si, il y avait la même chose. Ouais. Nous, j'ai sorti un appareil qui s'appelle Iomasphere. Une sphère dans laquelle vous faites le diagnostic. En 2004. OK ? D'accord. En 2012, je lance l'Iomasphere 2 qui combine toutes mes technos. À ce jour, il n'y a un seul appareil au monde qui le bat. Mais qu'est-ce que c'est naze en face ? Donc, il y a vraiment de... Il y a de la place. Vraiment de la place. Hein. Il y a du travail, il y a de la place. Ouais. Là, on a sorti l'iDiag. Ça part, je ne sais pas combien d'années on va prendre le leadership. Je pense que l'angle pour moi aujourd'hui d'intéressant sur lequel moi je bosse personnellement, et qui est pour moi l'avenir dans la beauté, c'est ce que je dis dans Gwema. Moi, je veux mourir beau. En fait, si les gens comprennent cette phrase, ils comprennent ma vision actuelle. Beau, ça ne veut pas dire avoir un beau nez et des beaux lèvres. Hein. C'est pas ça le truc. Ou des jolis yeux. Beau, ça veut dire un mot beaucoup plus large. J'ai pas voulu dire je veux bien vieillir. Parce que déjà, le mot vieillir m'énerve. Et j'ai pas voulu dire je veux taper sur la santé. Parce que, justement, t'en as dit, voilà, on commence à être sur la frontière entre les deux, etc. Mais moi, je laisse à la santé ce qu'il y a à la santé et la beauté et la cosmétique ce qu'il y a à la cosmétique. La cosmétique n'est pas de la santé. Dans la santé, on peut dire, je ne veux pas mourir. Brian Johnson, par exemple. Il fait plein de picouses et ça. Bon, c'est pas ma manière. J'ai parlé avec lui et tout. Hein, donc, moi, j'ai parlé avec tous les gens dans la longévité. C'est pas ma manière de voir les choses parce que pour moi, vivre, ça ne veut pas dire exister. Et donc, si on me dit, tu peux vivre 1000 ans, mais tous les jours, toutes les semaines, tu vas aller à l'hôpital, et je te dis, non, merci beaucoup. Je vais vivre ce que je vis et je vais vivre comme je vis. Donc, c'est pas ma manière des choses. Donc, moi, je veux pas mourir. Je ne veux pas faire des choses, faire croire aux gens que je fais de la santé alors que je fais de la cosméto. Moi, seulement, je veux avoir ce qu'on appelle la beautiful longevity. Et la traduction de ça, c'est je veux mourir beau. Je veux mourir beau, c'est très frappant comme phrase parce que tout le monde en parle. Il n'y a personne que j'y vais et me dit mourir beau. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je veux mourir beau. Ouais. Mais en fait, cette phrase,
reste dans la tête des gens. Ouais, non, mais l'explication scientifique de cette phrase, c'est la beautiful longevity. Et là-dedans, il y a énormément de travail. Ça veut dire, imaginez seulement qu'on peut, disons, prenons les choses. Disons, aujourd'hui, on vit 85 ans, en moyenne. Je pense que nous appartenons à une génération où mourir avant 100 ans, déjà, c'est dommage. On peut commencer à dire ça. Mais bon, partons à 85. Si on arrive à faire des choses pour que sur 85 ans, j'ai 75-80 ans où on a une belle gueule, on est entretenu, on peut faire des choses, on peut vivre réellement. C'est un super pari quand même. Ouais. Plutôt que vivre 85 ans et à partir de 55 ans, s'emmerder. En tout cas, c'est une belle promesse. Et je peux pas lancer le débat parce qu'on n'a pas ce temps. Mais je pourrais quand même te dire, et je te laisse quand même une toute petite phrase. Est-ce que c'est pas aussi contre nature? Tu vois, il y aura ce débat de. Oui, il y aura. Mais est-ce que, honnêtement, j'ai été à Lisbonne récemment et je suis allé sur la pointe la plus occidentale de l'Europe. Et c'est de là-bas où les mecs partaient pour découvrir l'Amérique, etc. Franchement, la nature est tellement sauvage là-bas, mais tellement sauvage, que il faut vraiment être courageux pour descendre, mettre son doigt dans l'eau. Hein. Les mecs, ils sautaient avec leur bateau à 2 balles pour aller découvrir ce qu'il y a derrière. L'humanité ne peut pas progresser par l'ordinarité. Aujourd'hui, par exemple, Elon Musk, avec ses valeurs et ses machins, bon, ok, tout le monde en parle, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais l'humanité a besoin d'Elon Musk. Parce que l'humanité progresse avec des fous. L'humanité progresse avec des gens qui ont des idées de tarés. Elle ne progresse pas avec des gens qui arrivent avec des idées machin. Elon Musk, par exemple, il veut aller sur Mars. Bon, il mobilise tout son argent pour aller sur Mars. Eh ben, il a fait, pour aller sur Mars, il faut revenir. Donc, il a fait ce fusée-là qui rentre, qui revient, etc. Et on va aller sur Mars. Et il va y arriver. Mais on peut dire, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde d'aller sur un caillou sur lequel il n'y a pas une vie. Mais ce n'est qu'une étape. Bien sûr. Et l'humanité n'avance que par petits pas. Et on peut dire que, oui, on s'en fout, on n'a qu'à s'occuper de la Terre, on a plein de problèmes, mais ça n'empêche pas que tu dois t'occuper de la Terre, c'est pas ça le débat. Mais n'oublie pas qu'un jour, dans 4 milliards d'années, ta Terre va fumer. Hein, c'est scientifique, hein, le soleil va la bouffer. Donc, et tu peux dire, oui, mais dans 4 milliards d'années, il ne serait pas là, il n'y a rien à foutre. Si tout le monde avait pensé comme ça aujourd'hui, tu serais en train de cueillir des fruits et de chasser des animaux. Donc, l'humain doit avancer, c'est quelque chose qui, pour nous, c'est notre manière de rester immortel, pour nos enfants, leurs enfants. Comment on reste immortel? À travers nos enfants, à travers nos descendants. Donc, pour ces gens-là, on doit travailler, on doit avancer les choses. Donc, est-ce que vieillir en naufrage, c'est une destinée absolue? Non. Voilà. Et moi, je me bats pour que ça ne le soit pas. Eh bien, j'aime bien que ce soit cette folie qui te représente. Ouais. Et je vois à quel point tu es animé. Écoute, ce sera ma dernière question parce que sinon on n'y arrivera pas. C'est trop passionnant. Mais tu as été jury de Qui veut être mon associé. Oui. Sur cette saison, tu me disais en off que tu avais investi quand même une somme conséquente. Est-ce que tu peux quand même me partager pourquoi tu es allé rejoindre cette émission? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de rejoindre cette émission? Et puis, qu'est-ce que tu en retires comme expérience aujourd'hui? En fait, la saison 4, j'étais pas chaud. Donc, je suis allé à la saison 5. Elle est arrivée au bon moment. Quand on parle des signes, j'étais dans une phase de fanage. Enfin, on dit fanage. J'étais en train de faner. J'avais perdu l'envie de tout.
il n'y a plus rien qui m'amusait. Je pensais que j'avais tout fait sur Terre et qu'il n'y a plus rien, quoi. Ça m'amusait plus, etc. Un peu blasé. Pas blasé, mais la notion de vieillesse dont on a parlé, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc pour moi, je me disais, bon, allez, Jean, t'as 55 ans, bon, c'est la merde. Ça, maintenant, bon, ce qui te reste en chocolat dans la boîte, c'est pas beaucoup. Et puis, bon, t'as fait le tour, etc. Et j'étais pas bien dans ma peau, en fait, vraiment. C'est pas comme ça, j'ai dit, ok, j'y vais, parce que je me suis dit, bon, allez, peut-être ça va t'exciter un peu, tu vas te ramener quelque chose. Et en réalité, ce qui est arrivé, Gvema en soi, et ce qui est arrivé derrière Gvema, ça a été un médicament pour moi. Tu vois, aujourd'hui, je suis dans un autre état. Ça a été grâce à ça. Et en fait, pourquoi ? Parce que pour plusieurs raisons. Je considère que moi, personnellement, et d'ailleurs, hier, j'étais avec un neuroscientifique que j'aime beaucoup, et il m'a dit que si tu apprends au cerveau des choses nouvelles, tu génères des neurones tout le temps. Donc, ça peut aller contre les Alzheimer, etc. Si tu fais des choses que tu sais faire, ça fait rien. D'accord. Mais si tu apprends des choses nouvelles, ça, tu peux générer, il m'a dit 7000 neurones, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est un super type brillant, d'ailleurs. Je vais faire un truc avec lui. Et en fait, moi, j'apprenais plus grand-chose. Et là, je rentre dans un milieu où je connais pas du tout. Et j'ai vu comment on produit une émission, comment les nombres de gens qui travaillent pour cette émission, leur passion, leur truc. Donc, c'était très instructif pour moi. J'ai beaucoup appris. Ça m'a beaucoup stimulé. Je suis rentré dans le jeu à fond. Deuxièmement, un entrepreneur, c'est vrai que c'était des journées dures, hein, parce qu'on faisait des tournages, ils venaient me chercher à 7h20 et on rentrait à 9h30. Hein, et on faisait 6 dossiers par jour, 6 d'une heure. Et entre les heures, on se reposait le temps qu'ils changeaient les plateaux, etc. Et puis ils nous ramenaient. Mais c'est vidant. Hein. On arrive le soir, on est vidé. Hein. Mais en même temps, les entrepreneurs, ils donnent. Ils donnent vraiment. Parce qu'on se voit en eux, ils nous donnent énormément de force, d'énergie, etc. Et puis je me suis dit... moi, je suis drivé un peu par... Il faut me driver. Je suis un mec et... si j'ai pas des choses, enfin, je meurs en fait peut-être. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, tu peux aider beaucoup de monde en fait, et tu peux avoir un impact massif. Et ça m'a excité beaucoup. Et en fait, vu que ma saison était très belle, donc Vema, etc., la vague de sympathie et des gens, mais c'est du délire. Ça t'a apporté beaucoup de... Ah, mais c'est du délire. Mais honnêtement, il faut regarder comment explosent mes réseaux sociaux. Je reçois 10 000 messages par semaine. 80% de ces 10 000 messages, c'est des messages du type « C'était génial, on adore ce que tu fais, merci pour ta bienveillance, merci ». Enfin, donc, en fait, c'est comme si quelqu'un vous dope. Beaucoup de bonheur. Ouais, c'est du doping. Hein. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, à 20%, c'est des gens qui me demandent du mentoring, qui me demandent d'investir, qui me demandent de regarder leur dossier, qui me demandent des conseils, qui me demandent de tout. Et donc, c'est un peu comme le bon vin. À un moment donné, moi j'aime beaucoup le vin, mais vous ouvrez une bouteille de Romanée Conti, vous allez voir des sensations extraordinaires, parce que ça a des goûts spéciaux. Mais seul, c'est pas sympa, en fait. Et si vous avez vos copains que vous aimez le plus et que vous ouvrez cette bouteille, ben ça va être un moment hors du temps. Et c'est pareil, pour moi, emballer plein de monde, c'est stimulant. Et puis, je n'oublie pas une chose, je suis quelqu'un qui n'a jamais optimisé ses impôts. Pour une raison très particulière. C'est que la France m'a beaucoup donné. Et du coup, j'ai toujours dit, je vais rendre à la France. Parfois, ils exagèrent. Parfois, j'ai dit, putain, mais franchement, les mecs, soyez raisonnables un peu, quoi. Ça devient trop. Et vous poussez mon cerveau à aller réfléchir, de vous monter des trucs. Mais j'ai jamais fait ça parce que j'aime vraiment ce pays. Et et je ne suis pas un homme politique. Donc, je pense que l'entrepreneur est le maillon le plus important de la société.
Et donc, en embarquant plein de monde, en stimulant une communauté d'entrepreneurs qui devient de plus en plus génératrice d'idées et de valeurs, notre pays se portera beaucoup mieux. Et c'est pour cela que je trouve que GVEMA a une utilité publique pour la France. Et moi, ce que je fais dans GVEMA et ce que j'ai fait après GVEMA a un impact massif sur le pays. Et c'est une manière pour moi de rendre encore à la France ce qu'elle m'a donné. Et puis en même temps, quand on fait du bien, on se sent bien. C'est très simple. Quand on offre un cadeau à quelqu'un, celui qui reçoit le cadeau est heureux, mais nous aussi on est heureux. Donc, toute une chose-là a fait que moi je vais mieux et j'essaye de faire du bien autour de moi. Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel pour ton temps. Merci pour cet échange passionnant. Et quant à nous, j'espère que vous avez pu en apprendre tout autant que moi. Et je vous souhaite, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain entretien avec un VC. À bientôt. Merci Jean-Michel. Merci pour l'accueil.